8h42, cette guerre en Ukraine, c'est la première guerre de haute intensité sur le sol européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On peine encore à savoir précisément le déroulement des opérations. Ça va se décanter, ça va finir par venir. Mais on peut se poser 2-3 questions ce matin sur ces opérations russes en Ukraine. Est-ce que ça peut déraper? Est-ce que l'OTAN, est vouée à rester l'arme au pied? On va avoir l'occasion de poser la question très directement à quelqu'un qui, en la matière, s'y connaît. Le général Jean-Paul Palomero, c'est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié transformation de l'OTAN. Guillaume Bigot est avec nous également. Bonjour Guillaume. Bonjour Dimitri. Politologue, éditorialiste, membre de la revue Front Populaire, et Vincent Trémollet de Villers, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Vincent. Dimitri. Il y a un aspect politique aussi autour de cette guerre. On en parlera tout à l'heure dans un instant. Mais d'abord, général Paloméros, je vous repose la question. Quelle lecture vous faites actuellement des opérations russes en Ukraine? On insiste beaucoup sur la surprise tactique, à savoir, on en parle à l'instant sur le fait que cette opération s'appelle Zapad. Zapad étant le nom que les Russes donnent à leurs exercices tous les 4 ans. Alors un coup à l'est, un coup à l'ouest, un coup au nord, un coup au sud. Zapad, c'est pour les exercices qui se déroulent traditionnellement donc à l'ouest de la Russie, sur notre front européen. On a cette guerre qui donne des signes de ralentissement. Est-ce que vous avez des informations nous éclairant sur comment se déroule, du point de vue russe, cette guerre en Ukraine? Je suis pas certain. Enfin, de ralentissement, oui, ça c'est les phases différentes d'un conflit. Mais moi, je pense qu'il y a une montée de la violence qui est manifeste. L'emploi d'armements, les bombes thermobariques, par exemple, qui sont des armements assez terribles. Qu'est-ce que c'est les bombes thermobariques? C'est des armes des espèces de containers de carburant ou de combustible, disons, qui se vaporisent, qui sont vaporisés par une première charge. Et ensuite, il y a une déflagration, donc une combustion dans l'air, qui provoque des effets qui sont triplés par rapport à une bombe classique. Donc, c'est plutôt interdit quand même, pas tout à fait par les conventions, parce qu'évidemment, on n'a pas réussi à s'entendre là-dessus. Mais bon, non, ce que je constate, c'est quand même une montée de la violence. Je pense que les Russes n'étaient pas rentrés en Ukraine avec cette idée qu'ils auraient à mener une guerre de cette ampleur. Vous pensez effectivement qu'ils sont un peu débordés, surpris par la résistance ukrainienne? Ils pensaient avoir affaire à une armée faible, peu équipée? Alors, oui, je crois qu'ils ont sous-estimé la volonté du peuple ukrainien, le courage de ses militaires, leur préparation aussi, mais qui m'a aussi un peu surpris, même si je le connais bien. Et maintenant, on est pris dans cet engrenage de la violence qui caractérise la guerre. Et effectivement, aucun exercice n'a pu le permettre de répéter ce scénario. Mais les exercices Zapad, quand même, j'attire l'attention là-dessus, se terminent toujours par l'emploi de l'arme nucléaire. Donc, je crois qu'il faut être attentif. L'OTAN n'est pas l'arme au pied. Mais l'OTAN a bien travaillé, puisque, en l'occurrence, si l'armée ukrainienne résiste aussi bien, c'est parce que elle assiste techniquement l'Ukraine depuis plusieurs années. C'est ça. Dans l'hypothèse d'une offensive russe, est-ce que c'était un scénario qui était intégré par l'OTAN, général Paloméros? Oui, si vous voulez, dès 2000... Avant 2014, en 2014, quand j'étais commandant de transformation, on a évoqué cette situation. C'est ce qui a d'ailleurs motivé les pays de l'OTAN. J'étais à l'origine de tout ça. Vous prenez vos responsabilités à l'OTAN en 2012, donc vous êtes aux premières loges. Voilà, c'est ça. Quand la Russie a annexé je vois qu'à l'époque, on avait un tout petit peu de mal à mobiliser l'ensemble des pays de l'OTAN sur un réinvestissement dans leur défense. Et j'avais proposé à l'époque pour fixer les idées, que chaque pays atteigne 2% du PIB. C'est intéressant de voir que l'Allemagne va les atteindre cette année, d'ailleurs avec un bond spectaculaire, 100 milliards d'euros. Ils doublent leur budget de défense. Ça va changer les choses en Europe également. Mais oui, je crois que l'OTAN a fait ce qu'elle a pu. Bon, on savait que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN, c'était absolument impossible. Vu la situation, on ne pouvait pas faire rentrer un pays qui était sous la menace permanente, et puis surtout qui était une sorte de guerre civile, si on veut bien l'appeler comme ça. Rappelons l'histoire, c'est que en 2008, pardonnez-moi, je dis une bêtise, l'Ukraine fait une demande d'adhésion à l'OTAN, la France, l'Allemagne mettent leur veto, conscient du risque que cela présente à l'égard d'une Russie susceptible sur cette question-là. Russie qui, rappelons-le, n'avait
pas montré spécialement de signes d'agacement quand les États baltes et la Pologne étaient entrés dans l'OTAN en 99 et 2004, général Paloméros. Alors moi, c'est la question qui revient beaucoup en ce moment. Est-ce que l'Ouest a été si agressif que cela à l'égard de la Russie, envers un si vaste marché, envers un fournisseur? Il faut rappeler aussi que l'OTAN a des frontières avec l'URSS puis la Russie depuis 1949. L'Alaska, la Norvège, la Turquie aussi, d'une certaine manière. Ça c'est non, j'ai vraiment pas, en toute objectivité, j'ai pas le sentiment que l'alliance ait été agressive vis-à-vis de la Russie. Bon, parce qu'on entend beaucoup ça ces derniers jours. Hein. C'est la faute de Vladimir Poutine est coupable d'avoir déclenché la guerre, mais la responsabilité du côté de l'OTAN qui n'a rien fait pour rassurer la Russie inquiète. Si vous voulez, l'OTAN a créé un partenariat avec l'Ukraine, comme elle l'a créé avec la Géorgie, comme elle l'a créé avec de nombreux pays dans le monde. Ce partenariat s'appelle le partenariat pour la paix. Alors, il se trouve que si on veut la paix, il faut préparer quelque part la guerre. Donc, l'OTAN a aidé ces pays à reconstituer, quelque sorte, des capacités militaires dans un but purement de protection, de défense. L'OTAN, l'alliance, est une alliance défensive, elle le démontre. D'ailleurs, elle démontre parfaitement aujourd'hui. Pour ceux qui avaient des doutes, y compris dans la classe politique, l'alliance est une organisation défensive. Et je crois qu'il faut se tourner aujourd'hui vers, mettons, les pays baltes qui appartenaient à l'URSS. Ils doivent être très heureux aujourd'hui d'appartenir à l'Alliance Atlantique. J'ajoute que la Finlande, la légendaire neutralité finlandaise, quelque peu secouée, vient de faire une demande d'adhésion formelle à l'OTAN. Vincent Trémollet de Villers, comment vous regardez, vous? Parce qu'on voit qu'il y a une ligne de fracture en France, on l'observe assez nettement. On a vu Damien Abad s'en prendre hier à Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, pour leur tendresse à l'égard de Vladimir Poutine ces dernières années. On voit des gens extrêmement modérés, des Raphaël Enthoven, dénoncer des traîtres et des Munichois partout dès lors qu'on n'est pas on veut pas la guerre contre la Russie. Je caricature un petit peu, mais ça donne un petit peu une idée du ton en ce moment. Il y a plusieurs niveaux parce qu'on est dans une société médiatique, donc quand il y a un événement d'une gravité ultime, puisque c'est le point abouti de la politique, la guerre ou la paix, il y a les gens sérieux qui s'en occupent, les politiques et les militaires, puis après il y a le commentariat qui n'a pas beaucoup d'influence, mais qui essaye de s'emparer de la chose. Ce que l'on voit, c'est que ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est-à-dire on cherche toujours quel est le thème d'une campagne électorale, qu'est-ce qui va décider de l'élection du président de la République. Et un certain nombre de thèmes se sont imposés jusqu'à maintenant, mais personne ne pensait que la question de la paix en Europe et plus largement la question de la puissance, puisque c'est ça que pose ce conflit, la puissance des nations européennes deviendrait le cœur de cette campagne électorale. La difficulté, c'est que cette campagne électorale, dans une société de l'hypersphère, comme l'appelait Régis Debray, ne peut pas trouver de place. Une campagne électorale dans une société médiatique, elle est faite, ce sont des affects. On a des affects qui vont vers des candidats. Alors là, l'affect de l'opinion française et occidentale va vers les Ukrainiens qui sont suivis et dont on admire l'héroïsme et dont on voudrait qu'il résiste le plus longtemps à Vladimir Poutine. Et à cet affect s'ajoute une inquiétude qui est l'inquiétude d'une escalade et d'un embrasement généralisé. Donc dans ce climat-là, il n'y a pas de place. Moi je le déplore parce qu'il faut une délibération démocratique, mais je ne vois pas comment elle pourrait avoir lieu en laissant de côté ce qui hante le cœur, les esprits et les âmes de tous ceux qui suivent par heure le conflit. Mais Guillaume Bigot, alors c'est étonnant, on voit la volatilité des opinions. On pensait que la campagne allait se jouer par exemple sur un durcissement, un contrôle accru de l'immigration, et on voit des Français prêts à accueillir les bras ouverts les Ukrainiens. On voit aussi des plaques tectoniques qui ne bougent pas pendant 70 ans et qui d'un coup se mettent en mouvement. Là, on pense à ce que disait le général Paloméros. Ce sont les Allemands. Les écologistes. Les Allemands prêts aussi à réinstaurer le service militaire. Il se passe des choses absolument incroyables. Le conflit change le climat politique en France, en Europe. Va-t-il bouleverser le destin de l'élection présidentielle? C'est aussi une question un peu secondaire, mais qu'on se pose malgré tout. C'est très paradoxal cette question, parce que bouleverser le destin, j'ai l'impression que ça va justement figer et d'une certaine façon transformer l'élection présidentielle en une sorte de confirmation de la position de chef des armées du président sortant et confirmer sa stratégie qui consistait un peu à enjamber
le scrutin comme une sorte de formalité quasiment démocratique, lui qui est président de l'Europe, de notre Europe qui est attaquée par l'Ukraine. Il y a quand même un paradoxe politique que je tiens peut-être à souligner. J'espère que je ne vais pas ajouter ma voix mon commentariat stérile et aux gens qui gesticulent partout sur les réseaux sociaux, mais la position de la Grande-Bretagne est intéressante à cet égard, parce que c'est un pays libre, c'est une démocratie libre, c'est pas un féodé à l'Union européenne, qui est quand même un scandale démocratique, parce qu'en fait c'est quand même un transfert du pouvoir démocratique à des instances qui ne sont pas, supranationales, sans demander l'avis des peuples. La Grande-Bretagne est parfaitement solidaire avec l'Ukraine, c'est un allié de l'OTAN, à mon avis extrêmement fiable, et pour autant, donc il n'y a aucune ambiguïté sur ce point, et pour autant, le peuple britannique ne souhaite pas que sa liberté soit confiée à des fonctionnaires à Bruxelles. Vous voyez, donc il faut faire attention aussi au paradoxe. Alors, justement, je pose juste brièvement la question. Non, peut-être vous, Vincent, le général Paloméros après, parce que ce que dit Guillaume à l'instant sur l'Europe est intéressant. Se pose aussi la question de la défense européenne. Y a-t-il une perte de souveraineté? Et puis de la volonté des Ukrainiens, du président Zelensky, d'intégrer l'Union européenne. Oui, ça, on sait que pratiquement on peut symboliquement ouvrir des négociations, mais on ne peut pas de façon accélérée faire cette intégration, avec en plus le fait qu'un conflit régional par un jeu d'alliance pourrait prendre des dimensions extraordinairement spectaculaires. Mais je crois que ce que pose la question, si on revient au cas français de cette nouvelle crise, après la crise du Covid, c'est l'exercice de la démocratie est-il réservé au temps paisible ou doit-il se dérouler dans les temps troubles aussi? Moi, je pense qu'il doit se dérouler aussi dans les temps troubles. Et il faut qu'on la prenne. On a eu quand même depuis 2017, on a eu d'abord une élection présidentielle qui s'est faite sur des affaires autour de François Fillon, puis des élections municipales et régionales qui se sont faites sous fond d'épidémie, sans débat et sans délibération démocratique. Et là, on se dirige vers une élection présidentielle qui peut-être ne donnera pas lieu à un débat. Et comme si l'exercice démocratique devenait secondaire par rapport au mouvement du monde. Et tout le génie des démocraties libérales, ce qui est en jeu, c'est d'arriver, de parvenir à mêler les deux. Peut-être, il parviendra-t-on. Je pense qu'il faut être extraordinairement prudent dans tout ce que nous disons, parce que tout à l'heure le général Gomard l'a dit, dans un conflit il y a des dérapages tout le temps, et tout est mouvant. Donc le climat dans lequel nous sommes, l'atmosphère dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne sera peut-être pas la même dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines. Mais il est évident que s'il n'y a pas cette délibération, même pour celui qui sera élu, et on va dire Emmanuel Macron parce que c'est lui qui a le plus de chances d'être élu, la difficulté à gouverner sera renforcée par le fait qu'il n'aura pas été élu sur un programme, sur un débat, sur une controverse. Ouais. Général Paloméros, alors je ne vais pas vous poser de questions d'ordre politique, mais malgré tout, ce thème de la défense européenne qui est en train d'émerger, avec votre regard de militaire, vous avez dit tout à l'heure, d'une certaine manière, l'OTAN, c'est déjà la défense européenne, mais une défense structurée autour de l'Union européenne. Comment vous regardez ça? Est-ce que ça vous paraît plausible? Est-ce que ça vous paraît efficace? Est-ce que c'est une dépossession de souveraineté en termes de défense? Je crois qu'il ne faut jamais oublier que la défense est associée d'une part à des valeurs, ça on pourrait sans doute considérer quand même qu'en Europe ces valeurs sont communes, à des intérêts et à une véritable notion de souveraineté. Donc là il ne faut pas se tromper, la souveraineté ça appartient à un peuple, ça appartient au pays. Est-ce qu'on a envie de partager la dissuasion avec 27 Ça États membres? C'est une vraie question. Mais en revanche, là où l'Union européenne, à mon sens, doit aller, c'est d'intégrer ses efforts pour sa défense dans une sorte de politique d'ensemble. Ça a du sens. C'est-à-dire cette vision, peut-être lointaine, peut-être futuriste, d'une sorte d'autonomie stratégique. Si vous voulez. La question, c'est celle-là aujourd'hui. On le voit dans le domaine énergétique, on le voit dans le domaine de l'innovation, on le voit dans le domaine du numérique, on le voit dans le domaine du spatial. Il n'y a pas un des domaines clés qui échappe aujourd'hui à cette logique-là. Donc soit les États-nations qui constituent l'Europe s'organise enfin, parce qu'on a raté quand même des étapes. Je veux dire, on est parti sur le charbon et l'acier, on n'a pas été capable de construire ensemble une politique énergétique commune, et ensuite, et aujourd'hui, on en paye, on paye les pots cassés. On va faire la guerre, qu'on n'a même pas d'énergie en commun. La défense derrière tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va défendre? Comment on va le défendre? Comment on va le faire ensemble? Donc, l'effort de défense de chacun des pays,
c'est là que la question va se poser, comment on l'harmonise ? Comment on fait en sorte de boucher des trous ? Alors ça va plutôt être le rôle de l'OTAN, c'était mon rôle en particulier, de trouver les déficits. On n'a pas de défense antimissile en Europe. Est-ce qu'on peut s'en passer ? Je ne crois pas. Aujourd'hui, la menace que représentent les missiles balistiques, c'est important. On n'a pas... Il manque... Enfin, on a un certain nombre de trous dans la raquette, on le sait bien. Et puis, derrière tout ça, c'est vrai, il y a la question du nucléaire. Parce qu'une puissance aujourd'hui dans le monde qui ne soit pas nucléaire, elle n'a pas sa voix au chapitre. On le voit encore avec les gesticulations de M. Poutine. Merci Général Paloméros d'être venu nous voir ce matin, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, Guillaume Bigot. Je vous donnerai plus la parole la semaine prochaine, Guillaume. Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, était avec nous. Merci messieurs.